Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Quand on a réouvert et quand on a vu le soulagement de beaucoup de personnes qui ont franchi à nouveau les portes de la librairie, enfin, on avait des déclarations d'amour, on n'en a jamais entendu. Je me suis rendu compte à quel point, effectivement, finalement, on était peut-être important pour beaucoup de monde parce que, effectivement, si être en bonne santé, ça dépend beaucoup des médecins, des infirmières, etc. L'importance de la nourriture est vitale. En fait, il y a tout un aspect psychologique qui est tout aussi important. Et je me suis rendu compte à quel point les livres avaient justement cette fonction-là pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je me dis que quelque part, on apporte aussi notre pierre à l'édifice et au bien-être des gens. Je ne vais pas aller jusqu'à dire, comme certains bibliothérapeutes le disent, que voilà, nous sommes en quelque sorte aussi des médecins d'âme, mais en tout cas, voilà, à défaut d'être médecin, je me dis que je contribue au bien-être des gens et ça fait plaisir. Oui, je rejoins Aurélie concernant la période du Covid. Je pense que ça a été réellement un tournant et je me suis dit exactement la même chose, quel était notre rôle dans cette crise et quel était le rôle du livre et qu'effectivement, on pouvait s'en passer pendant un certain temps, le temps que la situation se rétablisse. Mais je me suis effectivement aperçu qu'au moment de la réouverture des librairies, même au-delà des livres, les gens recherchaient un lieu pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir souffler, penser à autre chose. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit, peut-être que la lecture, les livres, effectivement, avaient une place plus importante que ce que je pensais, en fait, dans l'esprit des gens. Et on a vu notamment, suite à la crise, des clients qu'on ne voyait pas auparavant en librairie. Et je trouve que ça, c'est formidable parce que les gens se sont sans doute réfugiés dans la lecture et dans les livres par la suite. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Aujourd'hui, avec Aurélie Janson de la librairie Page et Plume à Limoges. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et Simon Roussel de la librairie La Bicyclette Bleue à Paris. Bonjour Simon. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux libraires. Je vais vous laisser présenter chacun votre librairie, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Moi, je travaille depuis 15 ans donc, à la librairie Page et Plume de Limoges, qui est une librairie qui a plusieurs décennies d'existence, qui est située au centre-ville de Limoges, juste à côté des Halles centrales, qui est une librairie généraliste indépendante, assez importante, puisque c'est une librairie qui fait comme un peu plus de 300 mètres carrés. Et voilà, alors moi, je m'occupe plus particulièrement du rayon littérature, mais j'ai une appétence particulière aussi pour d'autres rayons, comme les essais, la bande dessinée. Et puis, je me suis mis à la jeunesse avec la naissance de ma fille qui a aujourd'hui 9 ans. Donc, je suis son parcours de lectrice et voilà. Je m'intéresse moi-même à la jeunesse depuis ce moment-là. D'accord, c'est bien. Mhm. Et Simon, donc la bicyclette bleue. Alors voilà, moi je travaille donc à la librairie La Bicyclette Bleue que j'ai montée récemment avec ma mère au mois de septembre 2021. C'est une librairie généraliste, aussi indépendante, de quartier, qui fait 65 mètres carrés. On essaye d'avoir un petit peu de tout. Moi, je suis plus aussi sur le côté littérature et j'essaye de développer le rayon bande dessinée que j'ai appris à découvrir au cours de mon parcours en librairie. Voilà, on essaye de faire pas mal d'animations, mais on est encore au tout début, donc voilà, il y a encore plein de choses à faire. D'accord, oui, c'est une toute jeune librairie. Et oui, tout à fait. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander d'où vient votre intérêt pour les livres et quels sont les livres qui vous ont aidé à grandir et si vous voulez bien nous expliquer pourquoi. Alors, comment dire? Moi, je viens d'une famille en fait extrêmement modeste, une famille d'ouvriers du nord de la France. On n'avait pas de livres à la maison.
et on n'avait pas les moyens d'en acheter. En revanche, on a eu cette chance, comme dans beaucoup de villes ouvrières, d'avoir une municipalité. Alors, je ne fais pas de politique, mais j'indique quand même que c'était une municipalité communiste et qui, du coup, avait une très forte volonté à l'époque de rendre la culture accessible à tous. Il y avait une bibliothèque municipale qui était extrêmement fournie, qui était gratuite. Et mon plus beau cadeau, ça a été justement que ma mère a inscrit, on va dire, toute la famille à la bibliothèque municipale pour que je puisse utiliser les cartes de tout le monde, les cartes d'emprunt, puisqu'on avait droit à 4-5 documents et que mon appétit de lecture très tôt a été assez insatiable. Et les premiers émois littéraires, ça a été pour des romans de Roald Dahl ou de Suzy Morgenstern. Voilà, j'ai grandi, enfin vraiment, c'était deux auteurs que j'ai découverts quand j'étais jeune et qui m'ont marqué parce qu'il y avait d'un côté avec Roald Dahl, cette folie, cette excentricité et cet imaginaire débordant. Et avec Suzy Morgenstern, un côté, on va dire, plus ancré parfois dans la vie réelle et des échos avec des situations qu'on peut vivre quand on est enfant ou même par la suite jeune fille. Et voilà, c'est des choses qui nourrissent et qui réconfortent aussi. Ok, donc merci Aurélie. Alors Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors moi j'ai un rapport à la lecture assez particulier parce que je viens d'une famille qui baigne dans le milieu littéraire depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je pense que j'ai eu une espèce de pression qui m'a empêché de lire pendant un long moment. J'ai pas spécialement de souvenirs de lecture de jeunesse, hormis des choses que je pouvais lire pour l'école. Et c'est vrai que pourtant, enfin, ça a causé beaucoup de soucis. Je me souviens de ma grand-mère qui était complètement désespérée que je ne lise pas plus que ça, son mari également. Et c'est vrai que je pense que j'avais une sorte de blocage, contrairement par exemple à ma sœur qui, elle, dévorait à tout va tous les livres qu'elle pouvait trouver à la maison. Et j'ai attendu, je pense, l'école primaire pour vraiment me plonger. Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu trouves le livre qui te plaît, qui va déclencher voilà, cette passion chez toi. Ouais. Je me souviens plus exactement quel titre c'était, mais je me souviens par contre au collège qu'on nous avait fait lire La Princesse de Clèves, qui a été pour moi un déclic. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à lire. C'est marrant Vraiment. ça. Ouais. Et pourquoi ce livre-là? Ben, je sais pas. Alors, je pense que le rôle du professeur a beaucoup joué, Ouais. mais pourquoi celui-là plus qu'un autre, je ne sais pas. Par contre, je me souviens, j'ai fait moi une année de faculté en licence de lettres, et je me souviens d'un professeur qui nous avait fait lire, qui était un fou de Jean Giono. Et je me souviens d'avoir lu ce livre, et ça a été pour moi ouais, un second déclic. Et c'est à ce moment-là que voilà, je me suis vraiment lancé dans la lecture et qu'après, plus tard, je me suis lancé dans le métier de libraire. Mais j'ai un parcours assez particulier parce que c'est vrai que voilà, pendant un certain temps, je ne veux pas dire que je lisais pas, mais je lisais très peu ce qu'il fallait juste pour l'école et puis des petites lectures comme ça à droite à gauche. Et voilà, je pense que le rôle familial a beaucoup joué dans mon parcours de lecteur. Voilà. Et des enseignants aussi, d'après ce que j'ai entendu. Des enseignants, oui, 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 tout à fait. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Ils ont eu un rôle très important. Oui. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment lire peut nous aider et à quoi précisément? Et puis, à l'inverse, justement, Simon, est-ce que c'est grave de ne pas lire? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, alors je ne dirais pas que ne pas lire est grave, mais je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses dans sa construction, notamment pour les jeunes de mon âge. Je pense qu'il y a tellement à apprendre, on découvre le monde, on apprend plein de choses. Donc je pense que oui, voilà, on passe vraiment à côté de quelque chose. Mais je pense par contre qu'il faut voilà, c'est le rôle du libraire par exemple, de trouver le bon livre pour la bonne personne qui fera qu'on plongera dans la lecture. Ah, c'est ça, voilà. Aurélie, est-ce que tu veux nous... Alors moi, j'ai, on va dire, deux points de
de vue dans la grande complexité du sujet, parce que pendant longtemps, effectivement, étant moi-même boulimique de lecture et, comment dire, ne concevant pas ma vie sans les livres, j'avais un regard comme ça parfois un peu, en tout cas, une grosse interrogation justement concernant les gens qui ne lisaient pas, ne lisaient jamais et n'avaient voilà, jamais lu ou tenu un livre. Et au fur et à mesure des rencontres, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de raisons qui faisaient aussi que certaines personnes ne lisaient pas. Il y avait, voilà, ça allait du manque de curiosité à effectivement des gens qui considéraient que ce n'était pas important pour eux. C'était pas forcément, comment dire, une forme de rejet ou quoi que ce soit. Et j'ai découvert chez des personnes qui ne lisaient jamais ou qui n'avaient quasiment jamais lu, pourtant une très 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 grande richesse. Et dans la construction de leur pensée, et dans leur imaginaire, et dans leur manière d'aborder le monde. Voilà, en les interrogeant, je me suis rendu compte qu'il y avait une curiosité, en tout cas, au départ de toutes ces pensées-là, et voilà, qui était parfois assouvie d'une autre manière. Donc, effectivement, ça reste pour la littéraire et la boulimique de lecture que je suis, voilà, un objet d'interrogation, mais oui, je pense qu'il y a aussi peut-être d'autres manières de satisfaire cette curiosité et en tout cas d'alimenter et de nourrir une pensée. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez nous raconter vos parcours d'études? Comment est-ce que vous avez choisi ces études? Et puis, est-ce que vous avez eu très tôt l'envie d'exercer le métier de libraire? Ou bien est-ce que vous avez fait d'abord un choix d'études et puis ensuite vous vous êtes orienté, peut-être peu à peu, vers ce métier de libraire? Alors moi j'ai un parcours d'études qui est celui voilà j'aime lire. Je ne sais absolument pas quoi faire de ma vie. Après le brevet, j'ai fait un lycée, des études de lettres et cinéma. J'ai passé un bac littéraire. Et après le bac littéraire, je suis allée vers voilà, une fac de lettres. Mais tout en continuant, en me disant, je ne sais absolument pas ce que je veux faire, mais je sais que j'aime lire, donc autant continuer. Et puis peut-être que sur ce chemin, un jour, j'aurai une révélation. Et il se trouve que durant les différents jobs saisonniers qu'on peut faire au cours de ces études, pour financer ces études, j'ai postulé dans la librairie où je travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui pour faire de la reprise de manuels scolaires à l'époque. Et voilà, c'est d'un job saisonnier, c'est devenu ensuite un job depuis 15 ans maintenant. D'accord. Donc, ce que tu as fait, c'est un master en lettres modernes? Tout à fait. Ouais. Je suis allée jusqu'au master. J'étais en deuxième année de master quand j'ai commencé à travailler à la librairie. J'avais bon espoir de pouvoir finaliser mon master 2 tout en travaillant ma première année à la librairie, et je me suis assez rendu compte que c'était assez compliqué parce que le métier de libraire implique, tel que je le conçois, en tout cas une grande mobilisation, et aussi au niveau du temps, c'est très chronophage. Donc voilà, j'ai pas finalisé le master 2, mais effectivement, je suis allée jusqu'en première année de master. Et donc, tu as trouvé ta voie finalement. Complètement par hasard. Bon. Et toi, Simon, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Après, une fois le bac en poche, c'est vrai que je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Je savais que ça allait tourner dans le milieu des lettres, mais je ne savais pas du tout dans quelle direction. J'ai fait une fac de lettres, 1 an, qui ne m'a pas du tout plu. C'était une licence qui se travaillait dans le milieu de l'édition. Mais je pense que je n'avais pas la patience de faire une deuxième année. C'était vraiment pas du tout pour moi. Oui. Et c'est vrai que j'avais déjà pensé, après le bac, à me tourner vers le métier de la librairie, mais je pense que je ne savais pas exactement comment faire. Pourtant, c'est un métier dont j'ai souvent entendu parler parce que beaucoup de monde dans ma famille l'a exercé. Et c'est à la fin de cette première année de fac que ma mère m'a dit, mais écoute, tu pourrais intégrer l'INFL, qui est donc l'Institut pour devenir libraire. J'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer, je vais passer l'entretien.
Et ça m'a plu. Là encore, c'est le discours des personnes que j'ai pu rencontrer. Donc j'ai fait 2 ans à l'INFL en alternance. Et suite à ça, j'ai fait encore 2 ans dans une autre librairie. Et j'avais déjà ce projet de travailler avec ma mère depuis pas mal de temps. Il se trouve que par un concours de circonstances, j'ai quitté cette seconde librairie et je me suis lancé avec ma mère là, depuis 6 mois. Voilà, donc j'ai un parcours très, très classique. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'alternance? Qu'est-ce que c'est les avantages ou les inconvénients? À l'alternance, pour moi, ça a été passionnant. J'ai découvert déjà des personnes, les gens avec qui j'ai pu travailler à la librairie. C'était donc 1 semaine par mois en cours, 3 semaines en librairie. Et ça a été vraiment très, très, très formateur. Et les cours venaient très bien compléter ce que je pouvais apprendre au quotidien dans la librairie. Et c'est vraiment une formation, enfin là je parle surtout de l'INFL, mais c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Et je sais que moi, ceux qui viennent nous voir à la librairie pour nous poser des questions sur l'INFL et pour savoir comment ça se passe, j'encourage vraiment ça. Et puis je serai prêt à apprendre justement les gens qui viendront nous voir parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. D'accord. Alors, on va passer au cœur du métier maintenant. Est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu plus vos librairies respectives? Vous nous avez dit que vous étiez plus chacun spécialisé sur la littérature, et puis Aurélie en jeunesse et Simon en BD. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces rayons-là? Est-ce que vous avez des auteurs phares, par exemple? Est-ce que vous voulez nous citer des titres? Et puis après, nous parler plus précisément de votre rôle chacun au sein de votre librairie. Oui, bah du coup, moi effectivement, je m'occupe du rayon littérature de la librairie. Comment dire, j'ai été formée justement quand j'ai commencé à travailler dans cette librairie. Alors au départ, j'étais donc durant cet emploi saisonnier au rayon scolaire et puis après, je suis arrivée au rayon littérature. Moi, j'ai fait une formation, bah, pour le coup, sur le tas, hein. Tout ce que j'ai appris de mon métier, je l'ai appris au quotidien. Et voilà. Et d'ailleurs, il me manque aussi, malgré ces 15 années d'expérience, quelques éléments qui, je pense, sont justement très, très bien enseignés dans des écoles comme l'INFL. Après, je sais qu'on peut faire des formations au continu. Justement, l'INFL dispense aussi ce genre de choses. Mais sinon, voilà, effectivement, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas, je l'ai appris de collègues plus expérimentés. J'ai hérité, on va dire, d'un rayon qui avait été formé par d'autres, c'est-à-dire à la fois avec les titres qui paraissent, les nouveautés, mais au niveau du fond, c'était un peu à l'image de ce que mes collègues avaient constitué au fur et à mesure des années, de ce qui leur paraissait indispensable. Quand j'ai repris la responsabilité de ce rayon, il y a des choses qui sont restées, des choses qui ont été modifiées. En termes de lecture personnelle, pendant très 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 longtemps, j'ai lu pas mal de littérature étrangère parce que j'avais cette image, peut-être à tort à l'époque, que la littérature française, c'était souvent des crises de couple dans des appartements parisiens ou des crises existentielles, des choses qui étaient assez éloignées de ce que je recherchais ou de ce qui me préoccupait. Et je trouvais voilà, beaucoup de réconfort à lire plutôt de la littérature étrangère, même si c'était pas toujours des romans très joyeux. Donc une partie de ce fonds a été constituée de toutes ces lectures plutôt anglo-saxonnes, un peu de littérature allemande, des pays de l'Est, et beaucoup aussi de littérature d'Amérique du Sud, que j'aime beaucoup. Et petit à petit, j'ai découvert que la littérature française n'était pas vraiment voilà, cette image que je m'étais construite, et j'ai découvert beaucoup d'auteurs sur le tard finalement, que j'aime énormément, comme Jean Echenoz, comme Annie Ernaux par exemple. Et voilà, le fonds français s'est constitué un peu aussi au fur et à mesure de toutes ces découvertes de lecture. C'est vrai que pour avoir visité pas mal de librairies, et je pense que Simon pourra le confirmer, en fait, quand on regarde les étagères un petit peu mieux, on apprend finalement à connaître le libraire à travers les livres qu'on va découvrir, et notamment ses passions, ses toccades, voilà,
quelqu'un est passionné de littérature perse, on va trouver toute une étagère de livres de littérature perse, alors que moi, je n'y connais absolument rien. Et donc, du coup, on va peut-être moins les trouver chez moi. Mais c'est très intéressant. Je pense qu'il y aurait une étude à mener là-dessus aussi. Et comment on fait pour constituer un fonds, justement, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce métier? Il y a un équilibre à trouver entre ce qui paraît ou ce qui semble indispensable des auteurs justement qui constituent l'histoire de la littérature au fur et à mesure de leurs romans, des succès qu'ils ont eus, de ce qu'ils ont apporté à la littérature. Et puis voilà, il y a cette part personnelle, puisque le but c'est au quotidien de pouvoir puiser dans les rayons des choses qu'on va être amené à conseiller, d'avoir les livres sous la main. Et ça, c'est justement le reflet de nos propres lectures. Il y a cet équilibre voilà, entre ce qu'on risque de nous demander et ce qui est indispensable, on va dire, et cette part personnelle qu'on apporte au fond, à la constitution d'un fond. Oui, Simon, tu peux peut-être nous en dire un peu plus aussi, puisque tu as constitué le fonds récemment avec ta maman. Oui, tout à fait. Oui, c'était vraiment quelque chose de passionnant. Ça a été, justement, il a fallu trouver cet équilibre entre nos coups de cœur, entre les classiques qu'il fallait avoir absolument. Et c'était très long. Quand on ouvre une librairie, il faut savoir que la constitution du fonds, ça prend un temps très important. Mais voilà, c'était nos coups de cœur à tous les deux. C'était vraiment très intéressant à faire. Et est-ce que vous pouvez nous parler du côté commercial du métier de libraire? Parce qu'en fait, on a l'impression que pour être libraire, il faut aimer les livres. Je pense que c'est la base. Et après, il y a aussi tout l'aspect conseil et vente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a aimer les livres et puis alors il y a aussi avoir un très bon ostéopathe. C'est-à-dire que le meilleur ami du libraire, c'est réellement un ostéopathe ou un kiné parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les livres, c'est lourd, qu'ils arrivent dans des cartons qui font plus ou moins 20 kilos et que une grande partie du métier de libraire, c'est aussi la manutention. Donc voilà, c'est la réception des ouvrages, les ranger, les classer, préparer des commandes, des choses comme ça, etc. Et donc il y a beaucoup de manipulation. C'est un métier, on ne l'imagine pas parce qu'on a encore cette image d'Épinal du libraire qui passe la journée au fond de sa boutique, dans son fauteuil, peut-être encore à lire des livres, à fumer la pipe et à disserter de tout un tas de choses. Mais au final, je pense que Simon peut me le confirmer, ça reste un métier aussi pas mal physique. Oui. Et je n'ai pas encore trouvé mon kiné, mais ça ne saurait tarder. Il faut faire vite alors. Et après, effectivement, au niveau de la vente, alors là, pour le coup, on est à la fois, en fait, dans un commerce qui reste un commerce, avec les problématiques de n'importe quel commerce, c'est-à-dire, effectivement, satisfaire la clientèle, essayer de faire au mieux pour qu'une personne qui entre dans la librairie, mais comme dans n'importe quel autre commerce, trouve à la fois ce qu'elle y cherchait et des fois aussi pas forcément ce qu'elle y cherchait. Donc c'est la mission principale et à la fois on sent bien que malgré tout on reste dans un commerce assez différent de tout un tas d'autres commerces parce que il y a l'objet que l'on vend est bien plus qu'un objet et on l'a senti notamment avec les confinements notamment et ces pétitions qu'il y avait eu pour que effectivement le commerce du livre devienne quelque chose d'indispensable. Donc il y a encore quelque chose en tout cas d'intéressant autour de cet objet livre, quelque chose peut-être un peu de sacré, de personnel, je ne sais pas comment le qualifier. Il y a les contraintes du commerce classique avec tout un tas de foules de personnes qui défilent dans notre librairie. Et c'est vrai, pour avoir discuté avec des clients là, depuis l'ouverture, plus de la moitié ne se doute absolument pas de tout ce que ça implique. Et je me souviens, dans la librairie où je travaillais auparavant, les clients n'imaginaient pas que les livres arrivaient dans des cartons. Et je me souviens que mon directeur me disait, mais il faut qu'ils continuent à s'imaginer que les livres apparaissent sur les tables comme par magie. Alors que non, il se trouve qu'on porte les cartons, on les vide, on les remplit de nouveau après.
Il y a vraiment quelque chose autour du métier de libraire qui reste très secret, je pense, pour une grande partie des clients. Justement, pour nous expliquer un petit peu, c'est quoi une journée type pour un libraire? Oui, vas-y, je te Une laisse. journée type, c'est donc le matin, c'est donc ouvrir la librairie, préparer la caisse, ranger tout ce qu'on a pu laisser la veille, ouvrir les cartons, parce que nous, ils arrivent la nuit, trier les commandes clients, ranger les livres. Et puis, il y a toujours des petites choses à faire, des livres à remettre en place, des choses qui n'ont pas été rangées par les clients. Et le soir, bah, c'est faire la caisse. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on soupçonne pas forcément, mais qui sont indispensables. Oui, effectivement, bah, j'ai à peu près le même quotidien. Les livres arrivent le matin, enfin, voilà, les livraisons, on les a le matin avant l'ouverture de la librairie. On a les cartons à ouvrir, à réceptionner, dispatcher les livres entre ce qui va aller en rayon, ce qui était une commande d'un client. Voilà, placer les livres sur les tables. Il y a l'animation aussi, les vitrines à faire, à changer. Pour peu qu'on ait un site internet ou un Facebook ou Instagram, parce qu'il faut être aussi voilà, dans l'air du temps, il y a ces choses à animer. C'est tout un tas de petites choses qu'on ne voit pas effectivement quand on est client, mais qui a géré. Ça va jusqu'aussi passer l'aspirateur quand il y a besoin de passer à l'aspirateur après la fermeture de la librairie. Voilà, non, vraiment c'est tout un tas. Alors, c'est normal d'essayer de faire en sorte que justement le client ne voit pas tout ça. Mais voilà, ça fait partie du quotidien. Travailler avec les représentants, donc c'est-à-dire les livres effectivement qu'on reçoit à la librairie, on les commande à peu près 2-3 mois avant avec ce qu'on appelle voilà, les représentants, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont envoyés communément, on va dire voilà, par les maisons d'édition pour nous présenter les nouveautés à paraître et puis on choisit ce qu'on va faire venir dans notre librairie. Et puis Simon l'a dit aussi au début, c'est que on essaye d'animer aussi nos librairies avec des rencontres. Donc, il y a choisir les auteurs qu'on va faire venir à la librairie et lire leurs livres et préparer une rencontre, c'est aussi du travail, puisque voilà, du travail qu'on fait bien souvent chez soi aussi, en plus. C'est pour ça que je disais que le métier de libraire, quand on veut vraiment bien le faire, nécessite un investissement qui va au-delà des horaires d'ouverture de la librairie. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on ne voit pas, mais qui font que on essaye en tout cas de rendre le plus agréable possible à la fois notre librairie, l'espace de vente, le moment d'échange qu'on aura avec le client, et puis quand il y a des rencontres, justement, faire en sorte que les rencontres se passent au mieux aussi. Et tout ça, donc c'est le cas que tu travailles dans une petite structure ou dans une grande structure. C'est un petit peu la même organisation, la même façon d'aborder le travail. Après, ça dépend, oui, je pense que ça dépend des librairies. C'est peut-être un peu plus segmenté, plus on grandit, enfin, plus la librairie est grande, moins peut-être les personnes seront polyvalentes dans les tâches qu'elles ont à effectuer. Et on va dire quand même que je pense que enfin, la journée du libraire, quand on est dans une petite structure, le libraire a tout à faire lui-même. Dans une plus grande, peut-être que c'est un peu plus segmenté, mais au final, le schéma reste assez identique. Oui. Est-ce qu'on peut creuser sur ce côté, le côté animation? Vous avez parlé de l'organisation des rencontres avec des auteurs. J'ai l'impression que c'est un des aspects les plus intéressants peut-être du métier. Et ben, je voulais savoir comment ça se passe. Comment vous décidez d'inviter tel auteur, par exemple, et puis après, comment vous organisez tout ça en fait, puisque tu disais Aurélie que c'est beaucoup de travail. Oui. Comment ça se passe tout ça? Est-ce que tu veux commencer, Simon, du coup? Alors, il y a deux choses. Ça dépend. C'est soit on va être démarché par un auteur, par un éditeur ou même par un représentant. Donc, il va nous proposer une rencontre et après, nous, à la librairie, on voit selon nos sensibilités. Il faut que le livre nous plaise parce que justement, après, pour organiser la rencontre, il va falloir savoir quoi dire, poser les bonnes questions et que ce soit intéressant pour les gens qui viendront à la rencontre. Sinon, comme on reçoit les programmes effectivement à l'avance, on va aimer tel ou tel auteur, on va contacter le représentant, l'éditeur ou la relation libraire
pour proposer une rencontre à la librairie. Après, il va falloir trouver une date, il va falloir communiquer sur les réseaux sociaux. Mais nous, c'est vrai que généralement, on fait la demande auprès de l'éditeur. D'accord. On a exactement, là pour le coup, la même démarche. Effectivement, soit on est sollicité par une maison d'édition, par un auteur directement, soit on a cette démarche de sollicitation parce qu'il y a un auteur qu'on a aimé ou un livre qu'on a lu, qu'on a aimé, voilà, et qu'on a envie d'inviter l'auteur à la librairie. Alors, on essaye à la fois de mettre en avant nos goûts personnels, mais ça peut être aussi des attentes de notre clientèle. Ça m'est déjà arrivé d'inviter un auteur ou de recevoir un auteur dont j'étais pas forcément, particulièrement voilà, friande des ouvrages. Néanmoins, je sais qu'il y avait une grande attente de la part des lecteurs qui fréquentaient la librairie. Et c'est aussi le travail du libraire parfois de mettre un petit peu cet aspect, voilà, ces goûts personnels de côté, d'être voilà, juste professionnel, d'essayer de faire en sorte justement que cette rencontre soit la plus pertinente possible malgré tout. Et puis, en fait, on tombe bien souvent sur des personnes, des auteurs très sympathiques, avec qui ça se passe très, 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 très bien. Et donc, on est ravis que tout le monde soit satisfait justement de cet échange, de voir les lecteurs complètement enthousiastes. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de belles rencontres comme ça que vous avez organisées récemment? Alors, on a eu récemment, c'est compliqué parce que les 2 années qui viennent de s'écouler Oui, évidemment. ont été un peu voilà, en dentelle au niveau des rencontres. Je sais qu'une des dernières rencontres qu'on avait organisées à la librairie avant, je crois que c'était le 2e confinement, c'était une rencontre où alors, on avait invité donc, Franck Bouys, qui est un auteur qu'on connaît bien hein, puisqu'il est de la région et voilà, que je connais bien depuis plusieurs années, qui venait de sortir son livre chez Albin Michel. Et alors nous, à la librairie, on essaye, quand c'est possible, de faire des rencontres croisées avec soit un second auteur, peut-être moins connu ou moins important, parce qu'on se dit que de cet échange peut naître justement quelque chose d'intéressant et de faire connaître aussi cet auteur peut-être moins connu. Et il se trouvait qu'à l'époque, on avait invité donc Miguel Bonnefoy, qui depuis a eu de nombreux prix et on va dire est un peu plus connu du grand public, mais il n'était pas forcément beaucoup de nos lecteurs. Et il y a eu quelque chose, une sorte d'osmose qui s'est passée entre les deux, en fait, durant la rencontre. Et Miguel Bonnefoy, quand on le connaît, c'est quelqu'un voilà, qui s'est aussi charmé beaucoup son auditoire. C'est un grand raconteur. Et voilà, il y a eu une très très belle rencontre qui s'est déroulée, un échange qui était nourri, qui était passionnant entre les deux auteurs, qui a complètement charmé tous les lecteurs et les lectrices qui étaient présents ce soir-là. Et si effectivement une majorité des personnes présentes ce soir-là étaient venues pour écouter Franck Bouys, ils sont quasiment tous repartis aussi avec un ouvrage de Miguel Bonnefoy. Et c'est là effectivement où on se dit qu'on est, voilà, qu'on a un rôle certes modeste mais important de permettre de découvrir et de faire se rencontrer des humains tout simplement, voilà, autour d'un bel échange. Donc oui, c'était une belle occasion de faire découvrir un auteur. Tout à fait. Et Simon, qu'est-ce que vous avez organisé, je crois, à la Bicyclette Bleue des rencontres depuis l'ouverture? Oui. On a réussi à organiser pas mal de signatures et je pense notamment à 3 auteurs là, qui moi, m'ont beaucoup touché. J'avais organisé une signature avec un auteur qui venait de sortir son second roman, Marin Fouquet, que j'avais suivi à l'époque dans la librairie dans laquelle je travaillais. Et j'avais vraiment à cœur de le rencontrer, de rencontrer la personne. Et puis, malheureusement, il se trouve qu'à la rencontre, il n'y a pas forcément eu grand monde, mais c'était vraiment une rencontre entre déjà lui et moi, et lui et le peu de personnes qui étaient là. Et je lui avais dit, mais tu sais, c'est pas grave s'il y a pas grand monde, parce que c'est pas le nombre qui compte. Et puis, il s'est vraiment passé quelque chose, et puis on s'est dit qu'on allait se revoir, et puis les gens qui étaient là étaient vraiment ravis de le rencontrer, de l'entendre. Et c'était vraiment pour moi important, après son premier roman que j'avais beaucoup aimé, de le suivre sur la durée. Donc il y avait Marin Fouquet, et puis je pense notamment à la dernière là, qu'on a faite avec Jean Telet, qui est venu à la librairie, parce qu'il se trouve que c'était un ami de mes grands-parents. Et alors lui, c'était complètement différent, si vous voulez, il n'y a même pas besoin d'animer la rencontre, étant donné qu'il
on le lance et puis après il est parti. C'est quelqu'un qui adore raconter et qui le fait très bien d'ailleurs. Et c'était vraiment très intéressant et les gens sont repartis ravis parce que nous, la librairie se trouve à Porte de Bagnolet et il n'y avait pas de librairie en fait avant qu'on s'implante dans ce coin-là. Et c'est vrai que les clients reviennent souvent nous dire mais c'est formidable, vous arrivez à faire venir des auteurs qu'on adore et ça fait vivre le quartier. Et les gens se disent on n'aurait jamais imaginé qu'un tel auteur viendrait chez nous. Et donc, pour nous, c'est une belle récompense. Et il se trouve que Jean Telet est quelqu'un de très sympathique par ailleurs. Mais ça participe, si vous voulez, à la vie de quartier. Et ça, c'est formidable pour nous. C'est une très belle récompense. Oui, je fais une petite parenthèse. On n'a pas dit d'où vient le nom de la librairie La Bicyclette Bleue. Alors, la Bicyclette Bleue, c'est en hommage au livre de ma grand-mère, Régine Deforge. D'accord, oui, je pense que tout le monde connaît le titre du livre. Alors là, j'ai une question un petit peu difficile peut-être, vous allez me dire. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez déterminer quelles sont les connaissances que vous avez acquises lors de vos études et ensuite quelles sont les compétences que vous avez développées par la suite dans l'exercice du métier? Moi, les études, elles m'ont apporté une culture générale, une solide culture générale, notamment concernant les classiques. À défaut de tous les avoir lus, d'ailleurs, il faut aussi faire tomber cette image d'Épinal du libraire qui posséderait cette science infuse et qui a à peu près lu tout ce qu'il y a dans sa boutique. Au moins connaître les titres, les auteurs, les genres, les siècles et un ou deux mots de résumé. Donc ça, c'est vrai que ça nourrit au moins cette culture-là. Culture assez classique. Enfin, on aborde rarement, malheureusement, des auteurs de la deuxième partie du XXe siècle ou du XXIe d'ailleurs. Ça a tendance à commencer à généraliser un peu plus, mais moi, à l'époque, ça restait une culture très classique. Et en termes de... Alors, là, c'est juste pour la culture, parce qu'après, les compétences, elles sont arrivées au fur et à mesure de l'exercice. Moi, je dirais aussi que enfin, il y a deux critères qui sont importants pour être libraire. Il y a cette curiosité, parce qu'on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, et c'est même plutôt rassurant. Mais au moins d'avoir la curiosité, justement, de savoir où chercher l'information, de regarder un peu ce qui se fait partout, ce dont on parle, et une bonne mémoire, une très très bonne mémoire, parce que c'est pas tout de trouver l'information, il faut aussi pouvoir l'enregistrer pour pouvoir la retrouver ensuite quand on nous posera des questions pièges dans notre quotidien de libraire, parce que c'est assez fréquent d'ailleurs que quand un client rentre dans la librairie, il arrive avec un bout d'information. J'ai entendu parler de ce livre à la radio, à la télé, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, je n'ai plus le titre, je n'ai plus l'auteur, je n'ai plus grand-chose à vrai dire. Et c'est là où le libraire se transforme un peu en Sherlock Holmes avec le peu d'indices que le client va nous donner. Et c'est là aussi où la mémoire est très importante parce qu'effectivement, il faut essayer de se rappeler, voilà, pour essayer de retrouver l'information. Donc ça, c'est des choses qui sont indispensables, je pense, pour commencer le métier ou qui se travaillent au fur et à mesure des années d'expérience. Voilà, c'est, je pense, les compétences principales, en tout cas, à mon sens, à avoir. Et une très, 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 très bonne maîtrise aussi du jeu de Tetris. Parce que quand on a toutes les nouveautés qui arrivent et qu'il faut réussir à tout loger ou sur une table ou sur une bibliothèque, il faut avoir le compas dans l'œil et un bon souci d'organisation, je pense, très clairement. Donc voilà. Et Simon, tu es d'accord? Je rejoins tout à fait Aurélie concernant la connaissance des classiques. Et les compétences, oui, je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure, notamment voilà, la curiosité que moi j'ai acquise avec mes collègues. Il y a un vrai travail d'équipe, il y a une vraie complémentarité. Et je sais que c'est grâce à tout ce que j'ai pu acquérir dans les différentes librairies dans lesquelles j'ai pu travailler que je peux être, entre guillemets, aussi compétent dans la librairie que je viens d'ouvrir. Mais voilà, dans les compétences, oui, je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure. Et Aurélie, je crois que tu enseignes aussi en master. Est-ce que Oui. tu peux nous parler de cet aspect-là et pourquoi tu as décidé de faire ça? Il y a un master donc pro des métiers d'édition qui s'est créé à l'université de Limoges, puisque effectivement, fort du constat que
ces études littéraires ne menaient quasiment qu'exclusivement au métier d'enseignant, l'Université de Limoges a décidé de créer quelques masters professionnels, et notamment celui-ci, le master des métiers du livre et de l'édition. Et j'ai été sollicitée par la directrice de ce master pour intervenir. Alors en fait, c'est parmi les différents professionnels, il y a différents professionnels qui interviennent dans le cadre de ce master pour présenter justement les métiers du livre, des éditeurs, des illustrateurs, des auteurs, etc. Et on m'a demandé de m'occuper de la partie de présentation du métier de libraire. Au fur et à mesure des années, ça va faire 7-8 ans maintenant que j'y enseigne. Voilà, alors après, c'est un module qui dure entre 4 et 6 heures selon les années, mais ça permet en tout cas de faire un point sur justement les formations qui existent pour devenir libraire, sur ce que c'est le quotidien de libraire, et tous les points d'ailleurs qu'on vient plus ou moins d'aborder sur une journée type, sur faire le point dans la chaîne du livre, où est-ce qu'on se situe, avec qui on travaille, justement, les représentants, etc., sur l'animation sur le lieu de vente, enfin, pour bien leur montrer effectivement la réalité du métier, et si certains souhaitent s'engager dans cette voie, voilà à quoi ils peuvent s'attendre, en tout cas, en s'engageant là-dedans, sachant que c'est des masters aussi où il y a des stages qui sont obligatoires. Et donc, à la librairie, on reçoit certains stagiaires de ce master, voilà, ça permet de leur faire découvrir aussi les réalités du terrain. C'est important ce que tu soulignes, hein, le fait d'ouvrir comme ça des formations un petit peu diverses et variées pour en tout cas essayer de diversifier les débouchés pour les littéraires, justement. Tu en parlais au début par rapport à ton parcours. Alors, je vais en venir à vous poser la question qui est au centre du podcast. Alors, pourquoi le littéraire et les littéraires sont importants dans une société? Et que faites-vous ou que comptez-vous faire pour valoriser les études littéraires et les métiers littéraires? C'est effectivement une vaste question. En fait, moi, j'ai un peu suivi ce parcours, comme j'ai expliqué, au fil de l'eau, vraiment poussé simplement par l'amour des livres, mais je m'étais jamais vraiment posé la question de son côté indispensable ou essentiel. Et ça a été finalement la crise qu'on vient de passer, et notamment les différents confinements, qui ont mis en avant ce côté important et indispensable. Je vous avoue que quand il a commencé à avoir les premières pétitions pour dire que les librairies devaient rester ouvertes pendant les confinements, j'ai pas très bien compris, parce que pour moi, ce qui était essentiel avant tout voilà, pour la survie des gens, tout simplement, c'était les métiers médicaux, c'était le fait de nourrir des gens, mais de les nourrir voilà, avec de la nourriture. Et je me dis, bah non, mais on peut peut-être se passer de livres, ou en tout cas d'acheter des livres peut-être pendant un mois ou deux. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus nécessaires et beaucoup plus vitales. Et avec la crise du Covid est apparu aussi assez rapidement cet aspect très psychologique, notamment lié à cette pandémie. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le long de mon parcours de lectrice, on n'en a pas parlé, mais pour moi, la littérature, ça a aussi beaucoup été un refuge dans des moments peut-être un peu plus difficiles de ma vie. Et je me dis que justement, quand on a réouvert et quand on a vu le soulagement de beaucoup de personnes qui ont franchi à nouveau les portes de la librairie, enfin, on avait des déclarations d'amour, on n'en a jamais entendu. Je me suis rendu compte à quel point, effectivement, finalement, on était peut-être important pour beaucoup de monde, parce que, effectivement, si être en bonne santé, ça dépend beaucoup des médecins, des infirmières, etc. L'importance de la nourriture est vitale. En fait, il y a tout un aspect psychologique qui est tout aussi important. Et je me suis rendu compte à quel point les livres avaient justement cette fonction-là pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je me dis que quelque part, on apporte aussi notre pierre à l'édifice et au bien-être des gens. Je ne vais pas aller jusqu'à dire, comme certains bibliothérapeutes le disent, que voilà, nous sommes en quelque sorte aussi des médecins d'âme, mais en tout cas, voilà, à défaut d'être médecin, je me dis que
je contribue au bien-être des gens et ça fait plaisir. Oui. Et Simon? Oui, je rejoins Aurélie, hein, concernant la période du Covid. Je pense que ça a été réellement un tournant et je me suis dit exactement la même chose, quel était notre rôle dans cette crise et quel était le rôle du livre et qu'effectivement, on pouvait s'en passer pendant un certain temps, le temps que la situation se rétablisse. Mais je me suis effectivement aperçu qu'au moment de la réouverture des librairies, même au-delà des livres, les gens recherchaient un lieu pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir souffler, penser à autre chose. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit, peut-être que la lecture, les livres, effectivement, avaient une place plus importante que ce que je pensais, en fait, dans l'esprit des gens. Et on a vu notamment, suite à la crise, des clients qu'on ne voyait pas auparavant en librairie. Et je trouve que ça, c'est formidable parce que les gens se sont sans doute réfugiés dans la lecture et dans les livres par la suite. Je pense que, l'époque qu'on a traversée, en tout cas cet événement, a aussi, on l'a vu de manière générale, provoqué en tout cas une envie de donner du sens à ce qu'on vivait, à nos vies. Et c'est plutôt rassurant de voir que pour une grande partie des gens, cette quête de sens, elle se concrétise dans la littérature, en fait, dans la recherche de l'ouvrage qui va entrer en écho avec leurs préoccupations. Et voilà, c'est là où je me suis rendu compte de la force, en tout cas, des livres, et de ce que ça pouvait, en tout cas, apporter aux clients. Et quand tu dis ça, tu penses à la fiction plus particulièrement ou bien tu penses à la littérature en général ou... De manière, enfin, il y a eu deux choses. Il y a eu la fiction, parce qu'effectivement, on avait ceux qui justement voulaient s'extraire d'un quotidien un peu pesant. Et il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, un bel engouement aussi pour les essais, parce que voilà, ça permettait en tout cas de mettre en place un cheminement de pensée, peut-être aussi quelques réponses, en tout cas à ces envies, à cette quête de sens. Et oui, les essais ont eu une part prépondérante dans toute cette quête-là. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai vu à la librairie vraiment une très forte demande concernant ces ouvrages. Alors, les essais, ça peut être, c'était pas forcément sur la pandémie en particulier d'ailleurs, c'était plutôt de manière générale sur le monde dans lequel on vit, à la fois des essais sociologiques, économiques, beaucoup, beaucoup sur la nature. Justement, j'allais vous demander quels sont vos projets, quels sont oui, vos projets à chacun personnellement et puis ensuite surtout pour vos librairies. Et quelles sont les évolutions qui vont toucher le secteur du livre selon vous? Alors, bah, moi, je sais qu'on est actuellement les deux pieds dans un beau projet, puisque notre directeur a décidé de refaire la librairie de fond en comble, puisque on a hérité d'une librairie qui certes, a plusieurs années derrière elle, mais qui commençait un peu à avoir un certain charme, on va dire, désuet, mais qui était assez peu fonctionnel. Et là, il a prévu, enfin, on a commencé déjà à faire des très, 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 très gros travaux. Donc là, actuellement, je travaille, moi, sur une partie réduite accessible au public. La librairie est passée de 350 mètres carrés à 50 mètres carrés. Donc, c'est encore un autre travail. Et quand les travaux seront terminés, et c'est là où en fait je découvre ce que Simon a pu faire lui en ouvrant une librairie de toutes pièces, c'est que je suis actuellement en train de travailler donc, sur ce qu'on appelle la réimplantation, c'est-à-dire savoir de quoi vont être constitués justement ces rayons par la suite, et donc réfléchir à ce que je vais y mettre, parce que voilà, je travaille au quotidien avec certains ouvrages, mais parfois c'est intéressant aussi de se poser toutes ces questions, d'aller fouiller dans des catalogues d'éditeurs vers lesquels on n'avait pas forcément, de découvrir d'ailleurs parfois certaines pépites. Et donc voilà, il y a tout ce nouvel espace à repenser, à réfléchir. Donc ça, c'est voilà, les grands projets, on va dire, pour cette année, qui sont des projets liés à la librairie, mais voilà, qui est un projet personnel aussi, puisque dans lequel je m'investis beaucoup.
Et nous, on a encore pas mal de projets, parce que ça fait que 6 mois là, qu'on est ouvert pour l'instant, mais on a encore quelques petits aménagements à faire, dont on prend connaissance en fonction de nos clients, notamment, qui nous donnent des conseils aussi. On a aussi pas mal de choses à faire au niveau de l'aménagement de nos rayons, parce qu'on commence à connaître un petit peu la demande qu'on peut avoir. On commence à prendre aussi vraiment connaissance du quartier dans lequel on est. Je pense notamment, on va agrandir le rayon littérature étrangère, parce qu'on a une vraie demande dessus. On est aussi en train de voir pour faire pas mal d'animations avec les enfants, parce que c'est un quartier très, très familial. Il y a pas mal d'enfants et ils sont vraiment demandeurs d'animation. Donc ça, on est en train de voir, on prospecte. Et il nous reste encore pas mal de choses à faire avec les écoles, notamment autour, les associations. Voilà, on est encore au début de quelque chose de très beau. Oui, donc plein de beaux projets. Et justement, j'avais une question pour toi par rapport au réseau. Je pense que le réseau est très important dans ce métier. Oui, oui, bah c'est vrai qu'on l'a vu. Alors, on l'a vu après l'ouverture, parce que c'est vrai qu'au moment où on a ouvert, beaucoup nous ont dit qu'on allait avoir beaucoup de facilité, étant donné que ma mère travaille dans le milieu du livre depuis plus de 30 ans. Mais finalement, non, ça n'a pas été si facile que ça. On n'a pas eu de cadeaux, rien du tout. On a surtout le réseau qui nous aide pour les signatures. Voilà. Ça, c'est vrai on a de la chance là-dessus. Mais sinon non, voilà, ça a été très compliqué comme tout le monde. Et enfin, j'entends que vous allez travailler, oui, avec des associations, avec les gens du quartier finalement. Oui, oui, ben, on va essayer de se rapprocher, ouais, de 3 associations là qu'on a pu identifier. Et puis aussi avec les écoles autour, on est en train de voir. Il y a plein de choses à faire, mais voilà, c'est juste qu'il faut bien cibler en fonction de notre clientèle. Il faut prendre le temps, surtout. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des conseils de lecture à nous donner et peut-être aussi des émissions littéraires à nous conseiller ou des revues? Alors, en termes de lecture, il y a un petit livre qui va sortir au mois d'avril euh, aux éditions Mille et une nuits. C'est une compilation de textes de George Orwell qui s'appelle Sommes-nous ce que nous lisons? Et il y a un tout petit texte à l'intérieur qui s'appelle Souvenirs de librairie. Et alors, c'est assez intéressant parce que ça a plus de 50, 60 ans. Et quand on est libraire, ou quand on a envie de le devenir, ça montre bien ce que c'est le métier. On parlait des clients notamment, il établit différentes typologies de clients. Et c'est assez drôle, en tout cas, sur le métier de libraire pour découvrir ça. Après, il y a aussi de nombreux ouvrages qui ont été publiés sur comment dire, des biographies de libraires importants ou d'éditeurs ou de personnes ayant travaillé dans le monde du livre. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. Ça nourrit beaucoup en tout cas pour découvrir un peu ce métier. Et puis sinon, après, voilà, les coups de cœur littéraires, c'est plutôt moi du côté de la fiction aussi. C'est très varié. Les derniers titres que j'ai lus, qui sont sortis là en début d'année, qui m'ont vraiment marqué, il y avait eu Sauvagine de Gabriel Filtoshiba aux éditions Stock qui nous emmène là pour le coup au Kamouraska à travers une quête, en tout cas une enquête sur des braconniers. Il y avait eu Fata Morgana de Chika Onigwe, qui est une autrice nigérienne qui est publiée aux éditions du Globe et qui raconte le destin de plusieurs femmes qui vont tomber dans les mains d'un réseau de prostitution et vont se retrouver en Belgique. Et un autre ouvrage, L'Arbre de la colère de Guillaume Aubin, aux éditions de la Contralée, qui est un roman complètement surprenant, qui mélange un roman d'aventure, on va dire, dans des tribus autochtones, et en même temps une thématique qui est très actuelle, puisque c'est justement un roman sur le genre et sur la quête d'une identité d'un enfant comme ça qui se cherche entre hommes et femmes. Moi, je sais qu'au niveau des lectures, j'aime bien à la fois apprendre des choses, découvrir des choses, que ça remue aussi.
Je ne suis pas une grande amatrice de choses, on va dire, trop consensuelles. Mais voilà. Donc ça, c'est pour les dernières lectures. Mais après, c'était les derniers livres qui m'ont en tout cas, qui ont provoqué un émoi chez moi. C'est bien. Simon, tu veux... Alors, je voulais revenir sur ce que disait Aurélie. Effectivement, je pense que c'est très très important de lire des biographies d'éditeurs ou de libraires pour comprendre le monde du livre, même des éditeurs du début du XXe siècle pour connaître en fait l'évolution du monde du livre. Je pense que c'est vraiment très important. Après, moi, c'est vrai que là, j'essaye pour mes lectures de me centrer sur la littérature étrangère, parce que j'en lisais moins en fait que la littérature française ou francophone. Et alors, je pense notamment à un livre qui m'a beaucoup marqué d'un éditeur que je connaissais mal, Le Cartanier, un livre d'Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers, que j'ai pris un petit peu au hasard. J'aime bien, moi, me fier aux couvertures. Et c'est vrai que c'est un livre que j'ai dévoré, en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va se marier, enfin, qui est sur le point de se marier à Montréal. Et en fait, ce mariage ne va pas se passer comme prévu. Et il va revenir sur toute son histoire familiale. Donc, on est en Égypte, on est, je crois, au Liban de mémoire. Et ça va retracer, en fait, l'histoire de ces pays-là et comment sa famille est arrivée à Montréal. Donc, c'est toute l'histoire de l'immigration égyptienne, libanaise au Canada. J'ai trouvé ce livre vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, bon, je ne vais pas être très original, j'ai lu le dernier Joël Dicker, que j'ai dévoré aussi, que je trouve très efficace et qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors, pour clore cet entretien, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut en savoir plus sur ce que vous faites personnellement et aussi sur vos librairies? La librairie, effectivement, nous, on a un Instagram et une page Facebook. Voilà, c'est la librairie Page et Plume. On a aussi un site internet, pageetplume.fr, où on retrouve les animations à venir. Pour l'instant, elles sont un peu en stand-by du fait des travaux. Mais dès qu'ils seront terminés, voilà, on communiquera à nouveau sur les rencontres qu'on va organiser. Et il y a les conseils de lecture de tous les libraires avec qui je travaille aussi, dans les différents rayons de la librairie. On a des dossiers thématiques qu'on crée, toutes ces choses-là. Voilà. Et nous, pour l'instant, on n'a pas de site internet. Ça va être essentiellement Instagram et Facebook, où on va partager nos coups de cœur. On essaye d'animer les pages assez régulièrement. Et puis, vous allez retrouver aussi les rencontres qu'on va pouvoir faire à la librairie. Mais on pense effectivement à un site internet, mais pas tout de suite. On ne peut pas tout faire en même temps. Oui, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Et puis Merci. à bientôt. À bientôt.